Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Vincent Pavant, mathématicien, enseignant, chercheur pour son livre Tout foutre en l'air aux éditions Exuvie. Bonjour Vincent Pavant. Bonjour, bonjour André Berkov. Alors, bonjour Vincent Pavant. Alors, très intéressant que vous avez reçu pour vos livres, etc., de décryptage, tout ce qui s'est passé avec on va pas en reparler évidemment, mais quand même, avec le Covid, avec tout ce qui s'est, avec la gestion du Covid, avec tout ça. Vous êtes mathématicien, vous êtes chercheur, vous êtes aussi professeur, je crois, à l'université d'Aix-Marseille. Exactement, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. Voilà. Et alors là, écoutez, là, vous avez non pas effectué un virage, pas du tout, mais tout foutre en l'air, je me suis dit, Vincent Pavant n'a pas parlé du système de santé, pas du tout. SAD, la sexualité, le transhumanisme et l'international élitaire. Alors là, vous allez très loin. Alors, Vincent Pavant, mais c'est intéressant. Vous partez d'un livre très spécial, très sulfureux, mais qui date de 1795, la philosophie dans le boudoir du marquis de Sade, que beaucoup de gens ont lu, bien sûr, qui est en livre de poche, d'ailleurs, il faut le dire maintenant. Et vous dites que ce qui se passe aujourd'hui, quelque part, je schématise, mais quand même, est la traduction des enseignements du divin marquis en 1795 sur la sexualité, sur la nature, sur, je dirais, le pouvoir, le rapport de force, et vous allez loin. Alors, expliquez-moi, parce que franchement, j'ai lu ça, évidemment, mais le rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, on le voit, mais j'aimerais que vous l'expliquiez. Oui, tout à fait. Merci de me laisser m'expliquer là-dessus. En fait, ça vient de la biopolitique et d'une remarque de Giorgio Agamben dans son livre Homo Sacer. Le grand philosophe Giorgio Agamben. Le grand philosophe Giorgio Agamben qui explique qu'en fait que la philosophie dans le boudoir est le premier texte de la modernité politique. C'est ce qu'il dit. De la modernité politique. De la modernité politique. Et en fait, ce que dit Giorgio Agamben de manière extrêmement claire, c'est que à la Révolution s'invente l'idée que le corps de l'individu appartient désormais à l'État et que l'État va pouvoir intervenir de manière autoritaire s'il le faut sur le corps. C'est exactement ce qu'on a vécu durant cette crise Covid avec les vaccins obligatoires ou quasi obligatoires qui fait que votre intimité ne vous appartient plus. Et ça m'a donné l'idée de relire du coup effectivement la philosophie dans le boudoir et je me suis rendu compte à ce moment-là que ce que je lisais dans Sade était mot à mot ce qu'on retrouvait aujourd'hui dans les faits. Notamment, par exemple, chez Marlène Schiappa, par exemple, effectivement, chez les Femmes, par exemple, effectivement... Chez les Femmes, vous parlez de Laurence Rossignol, on va égrener. Oui, tout à fait. De Zelensky aussi. De Zelensky, bien sûr, voilà. Bien sûr. Ouais, et en fait, on vit mot à mot. Ce qu'il y a de décrit dans ça, dans l'éducation sexuelle, Pape Ndiaye et l'éducation sexuelle, c'est Dolmancé. Voilà, vous allez faire de Pape Ndiaye et tous ces gens des sadiens. Enfin, Vincent Pavant. Ils sont sadiens dans le texte. Et la question de Laurence Rossignol en 2019 devant le Sénat sur le clitoris à l'école, qui serait pas assez bien, pas suffisamment. Qu'elle a prononcé devant le Sénat. Hein, tout à fait, oui, c'est une question officielle. Que sur quoi alors, oui. Sur le fait que le clitoris n'était pas assez enseigné à l'école et que le clitoris était un organe de plaisir chez les femmes et qu'il fallait absolument que tout le monde en prenne conscience le plus tôt possible et qu'il y avait de ce point de vue-là une dissymétrie dans l'enseignement et donc c'est exactement ce que fait Dolmancé dans la philosophie de Boudoir en disant mais voilà on va faire l'éducation sexuelle des petites filles c'est écrit noir sur blanc et Madame de Saint-Ange en fait de manière beaucoup plus crue bien sûr on va tout à fait même si les ouvrages scolaires aujourd'hui de SVT en fait vont très loin dans le détail et dans la description clinique quasiment des organes sexuels. Ouvrage destiné aux enfants de quel âge collège et lycée essentiellement, ouais. Bien sûr, tout à fait, oui, qui prennent tout à fait au sérieux ce qui est dans Mais la question que je me suis posée en lisant votre livre, qui en tout cas qui est intéressant, qui pose des questions, qui est provocateur, mais qui se veut provocateur, c'est que Sade, à l'époque, n'oubliez pas, c'était la toute-puissance de l'Église, la toute-puissance de la noblesse. Lui, il y avait un côté, et il allait évidemment, et dans quels excès, ça c'est clair, mais
de rébellion quand même contre les pouvoirs de la noblesse, du clergé, etc. Hein. On était à la veille de la Révolution, quoi. On était à la veille et au cœur de la Révolution. Sade était dans le club des Piques, donc avec Robespierre. Il a fréquenté. Et d'ailleurs, il y a dans les déclarations à la Convention, notamment de Robespierre et de Danton, des choses qu'on retrouve dans la philosophie dans le boudoir, notamment sur l'attaque contre la famine, etc. Ouais. Pour revenir effectivement à l'idée, par exemple, d'irreligion. L'irreligion, effectivement, sadienne, qui était lutter contre le dogmatisme, effectivement, qui pouvait s'entendre dans le cas d'une philosophie des Lumières. Sade est un philosophe des Lumières et il s'agissait de chasser le pouvoir, le clergé du pouvoir pour construire la démocratie. Tout ça, effectivement, s'entend très bien, sauf que quelque part, on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain et en même temps, on a célébré la désacralisation absolue du corps, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui revient très fort aujourd'hui. En fait, le corps devient un instrument, quoi. C'est purement matériel et purement matérialiste, effectivement. On en fait une matière qui doit, effectivement, qui peut d'ailleurs être utilisée à divers titres purement matériels. Donc, et pour revenir à l'idée d'une contemporanéité de la désacralisation du corps, j'étais au Parlement européen la semaine dernière, et donc je suis tombé sur cette fameuse exposition de photos qui a été dénoncée pas mal, où en fait on prend en photo la désacralisation du corps, qui devient du coup un objet de marchandise et un objet de jouissance purement égotique, c'est-à-dire que il ne peut servir que dans le but, eh bien, de satisfaire le plaisir et les désirs de l'individu envers et contre tout. C'est-à-dire qu'en faisant disparaître la religion, vous avez fait aussi disparaître un sujet de la religion qui était l'amour, avec un grand A. Et vous voulez dire l'amour, la séduction, tout ça, enfin, oui, c'est-à-dire le second plan. Exactement, l'idée que l'autre existe, qu'il faut aussi le respecter, qu'il y a un échange amoureux, tout ça disparaît dans l'anthropologie sadienne. Il y a une anthropologie sadienne de l'individu qui fait de l'homme un être purement matériel, individualiste, égotique. On va en parler tout de suite après cette petite pause. On va parler justement de l'actualisation aujourd'hui, parce que vous avez pris des exemples très précis et on va en parler parce que c'est assez fort. Alors vous n'y allez pas de main morte, mais c'est intéressant en tout cas à inventorier. Et vous avez la parole sur Sud Radio pour interpeller Vincent Pavant sur son livre Tout foutre en l'air aux éditions Exuvie. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vincent Pavant, lui aussi, aux éditions Exuvie, il publie, vous voyez que le titre déjà, Tout foutre en l'air, et il parle des rapports entre ce livre sulfureux, ce livre qui a été dans l'enfer des bibliothèques pendant presque un siècle ou plus, la philosophie dans le boudoir du Donatien Alphonse François de Sade. Mais alors, d'accord, Vincent Pavant, mais rappelez-vous quand même, jouir sans entrave, dont on parlait. On disait ça déjà en mai 68, les situationnistes le disaient, etc. Donc, est-ce que si c'est quelque chose qui ressurgit, parce que c'est pas du tout, mai 68, c'est pas du tout Joe Biden, ni Hunter Biden, ce n'est pas Laurence Rossignol, ce n'est pas les Femen, ce n'est pas Trudeau, c'est encore moins Zelensky. Alors, quel est le rapport aujourd'hui avec cette espèce de philosophie en disant, voilà, le corps doit être utilisé de toutes les manières, y compris dans les rapports de force? Oui, je crois que c'est l'avènement assumé de la biopolitique qui est effectivement l'appropriation du corps par l'État. C'est quoi, je vous demandais une définition pour vous, simple, de la biopolitique. La biopolitique, alors je vais le définir très simplement, ça commence chez Foucault, ça se continue chez Agamben, mais c'est justement l'idée que le corps appartient à l'État. Le corps des individus appartient à l'État, qu'il peut en faire ce qu'il veut. Alors, il y avait. C'est ça le but, quoi. C'est ça le but, effectivement. Pour pouvoir. C'est le but des dictatures, c'est le but. Exactement. Oui, exactement, et en particulier pour influer sur l'évolution de l'espèce. Aujourd'hui, on a une biopolitique qui est essentiellement d'inspiration transhumaniste, qui doit faire en sorte que l'homme évolue vers une fusion homme-machine, voire homme-animal. Hein. Je rappelle que l'Espagne a dépénalisé la zoophilie, par exemple. Hein. Et donc, ce qui montre bien que on veut aller vers le post-humain. Et si vous voulez aller vers le post-humain, le corps de l'individu doit se transformer, y compris contre son gré. C'est pour ça, par exemple, qu'on va imposer de manière obligatoire une vaccination, parce que c'est l'augmentation de l'être humain face aux dangers environnementaux. L'homme augmenté. Oui, l'homme augmenté, exactement. Et donc,
votre corps ne vous appartient plus. Et donc, y compris dans la sexualité, puisque en particulier, on veut vous imposer une sexualité publique. C'est ça, effectivement, qui transparaît dans le fait d'assumer l'éducation sexuelle à l'école. En fait, vous n'avez plus d'intimité, c'est l'appropriation de l'intime de l'autre. C'est exactement ce que dit Giorgio Agamben. Et en fait, la différence avec en mai 68, c'était une forme de vœu, d'espoir. On parlait effectivement, il y avait libertaire. Exactement, ce personnage de Cohn-Bendit qui parlait, on parlait de sexualité de l'époque, bien sûr de l'époque, qui parlait de sexualisation des enfants. Mais sauf que là, on l'a mis au programme de l'école maintenant. C'est-à-dire qu'elle est vraiment assumée, elle est explicite, elle se fait mot à mot. Et en fait, c'est justement un petit peu le principe du livre. C'est-à-dire que on tombe pas dans la pédophilie quand même, Vincent Pavant. Non, pas encore. Pas un peu loin. Non, pas du tout. Mais il y a le précédent, je tiens à le rappeler, Camille Kouchner, par exemple, qui montre que effectivement, dans un certain milieu intellectuel de Saint-Germain-des-Prés, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps. Et là, moi, je suis tout à fait surpris qu'un ministre de l'Éducation comme Papa Ndiaye, normalien, historien, parfaitement capable d'analyser ce que c'est effectivement que ce qui est appelé la confusion des langues, effectivement, du psychanalyste et psychiatre Sándor Ferenczi, qui dit attention, si vous allez chercher un vocabulaire de l'adulte pour l'injecter chez l'enfant, ça se passera mal, effectivement. Et c'est ça qu'on est en train... L'enfant n'est pas d'adulte, faut préparer. Exactement, l'enfant n'est pas un adulte, et c'est ça le vrai problème. Il y a SOS Éducation qui a fait remonter à Papa Ndiaye des propos extrêmement inquiétants dans le cadre des cours d'éducation à la sexualité, qui montrent que cette confusion totale est entretenue. Et en fait, dans l'ambiance que décrit Camille Kouchner sur ce qui est arrivé de pédophilie, justement, il y a de manière très claire cette confusion des langues et des discours qui fait qu'on fait porter à l'enfant les désirs de l'adulte, en fait, que l'enfant n'est pas demandeur. Comme aujourd'hui, il devient extrêmement sulfuré, même grave, de dire l'homme n'est pas la femme et la femme n'est pas l'homme. Exactement, et je vous rappelle qu'à Sciences Po, un professeur de danse a été exclu effectivement de ses fonctions parce qu'elle avait osé dire que dans la danse, il y avait des hommes et il y avait des femmes. Oui, ça devient absolument scandaleux, comme chacun sait. Mais Vincent Pavant, alors, vous allez, alors je cite les exemples que vous avez dans votre livre. Marlène Schiappa, d'accord, elle a écrit 3 romans érotiques sous le pseudonyme de Marie Minelli, vous en citez quelques exemples. Enfin, est-ce qu'elle est l'illustration de ce, non pas sadisme, hein, ça n'a rien à voir, je précise. Exactement. Mais cette transformation des corps, en quoi Marlène Schiappa participe de cette démarche? Alors, elle fait de l'impudicité une valeur républicaine. Et quand elle va poser, par exemple, dans Playboy, elle le pose avec des symboles républicains. Il y a la cocarde, et donc elle montre son corps. Parce qu'elle est ministre, ça, vous savez. Oui, parce que les ministres, mais en fait, ce qu'il faut bien savoir, justement, c'est que chez Sade, en fait, l'impudicité, donc le fait qu'on doive tout montrer, finalement, est une valeur républicaine, précisément parce qu'elle est une valeur anti-religieuse. La pudeur étant une valeur religieuse, et la République, en fait, se construisant à l'opposé des valeurs religieuses, eh bien, l'impudicité va devenir une valeur républicaine qu'on doit étaler partout. Et c'est ça que finalement, va illustrer Marlène Schiappa dans Playboy. Et c'est vrai, c'est tellement vrai qu'entre 2 orgies absolument incroyables dans la philosophie dans le boudoir, il fait un long pari politique, français encore un effort, si vous voulez rester républicain. Oui, oui, tout à fait. Sade lie complètement, si vous voulez, ce qui se passe dans le boudoir avec la construction de la République. Et en fait, justement, la République, c'est étymologiquement cette chose publique, alors qui normalement désigne l'idée que les affaires de la cité, de l'État doivent être transparentes, que tout le monde peut y avoir accès, etc. Mais en réalité, ce qu'on comprend de la lecture de Sade, c'est que cette chose publique, ça devient le corps, en fait. Ça devient ça. Et c'est ce que je rappelle un vous petit voulez peu... dire quelque part que la République devient la République, R-A-I-E. Ah oui, on peut dire ça. En tout cas, chez Sade, c'est une certitude. C'est une certitude. Et on le voit, excusez-moi, avec cet ouvrage de Bruno Le Maire, effectivement. Il y a quelques lignes, oui, mais c'est très symbolique. C'est très symbolique, effectivement. Oui, non, mais Bruno Le Maire, il a besoin là. Comme il a tué l'économie russe, il a besoin de se reposer. Il faut comprendre. Mais dites-moi alors, justement, Laurence Rossignol. Alors, vous parlez de la sénatrice, hein, Laurence Rossignol. Vous parlez de, alors. Parlons aussi de Justin Trudeau et de Volodymyr Zelensky. Ouais. Volodymyr Zelensky, vous rappelez, et ça c'est vrai parce qu'on n'en parle pas du tout, de ces 15 années de comédien à la télévision, enfin d'animateur. Et alors, il n'y allait pas de main morte, racontez. Ah mais il y allait de manière complètement sexualisée, nu. C'est quelqu'un, je rappelle 3 épisodes absolument incroyables de la vie de Zelensky lorsqu'il n'était pas encore président, mais qui a joué l'hymne ukrainien
avec son pénis, si vous voulez, devant un piano, devant un parterre de c'était public. l'hymne ukrainien. C'était avec son l'hymne pénis ukrainien avec son pénis. sur un piano, enfin. Alors je dis avec humour, il a cru que piano à queue, ça voulait dire jouer avec son pénis. Voilà. Donc si vous voulez, c'est extrêmement inquiétant parce que je disais que c'était l'idée, on invoquait l'hymne ukrainien qui était désirable pour rendre la nudité désirable. En fait, c'était pas une moquerie justement libertaire pour essayer de se moquer du nationalisme. Bien au contraire, Et il l'a fait dans d'autres exemples. Enfin, un ou deux autres exemples. Le second exemple, c'est qu'il a fait un clip vidéo où il se met en scène dans un supermarché et où il se met à déshabiller tout le monde et où à la fin, tout le monde est heureux de se retrouver complètement nu, en fait, offert au regard de l'autre. Et en fait, il organise dans ce supermarché le boudoir sadien de manière complètement explicite, si vous voulez. Et donc, il y a également une vidéo où là, il est évoqué en homosexuel et où il va faire une glorification, tout simplement, de la sodomie, mais de manière extrêmement explicite. Et ce type, on va l'élire président de la République, et c'est exactement ce que dit Sade. Je ne connais nulle personne qui ne veuille être despote quand il bande. Et en fait, c'est ça. Zelensky devient en fait président parce que ce que je dis dans le livre, exactement, c'est l'Ukraine est peut-être le pays qui est le plus avancé en réalité dans le matérialisme du corps et l'appropriation biopolitique du corps par l'État, avec les marchés, bien sûr, de la traite des femmes, des enfants, des organes. Il n'y a pas que, mais il n'y a pas que, mais eux sont extrêmement bien placés là-dedans. Et l'élection de Zelensky à la tête du pays, pour moi, n'est pas un hasard. Et pour revenir au Parlement européen et à cette exposition de désacralisation du corps, quand vous sortez du Parlement européen, vous avez la glorification de Zelensky en fait au Parlement européen, qui est pour moi directement associé. Pour d'autres raisons, quand même. Pour d'autres raisons, mais en fait, les deux sont là de manière inconsciente, justement. Et l'intérêt de lire ça, c'est de pouvoir trouver ce lien qui va les lier, même si ça a l'air caché. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Et puis vous, les auditeurs de Sud Radio, vous avez évidemment la possibilité, même, ce serait formidable, on vous en prie, de venir ou contester ou approuver. Vincent Pavant. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio et vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Vincent Pavant. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Et Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vincent Pavant, tout foutre en l'air. Ça, de la sexualité, le transhumanisme et l'internationalitaire, c'est le sous-titre aux éditions Exuvie. Je ne dirais pas à lire avec modération, je dirais à lire avec attention. Et tout en gardant évidemment son esprit critique et son esprit libre. Alors, dans votre inventaire, où encore une fois vous parlez des Femen, cité Biden, et on voit ce qui s'est passé, enfin on sait ce qui s'est passé aujourd'hui, tout le monde sait, sur l'ordinateur de Hunter Biden, où il y a aussi bien sexe, argent, sexe and drugs and rock'n'roll et argent. Et puis vous parlez de l'Organisation mondiale de la santé, Vincent Pavant. Oui. En disant quoi, en fait? Elle aussi, elle veut tout diligenter, tout régenter. Tout à fait, oui, on l'a vu. D'abord, effectivement, sur les vaccins, les plans de pandémie, etc. C'est elle qui a imposé tout cela, qui prépare d'ailleurs un nouveau plan de pandémie extrêmement autoritaire en cas de prochaine pandémie, mais qui également, je prends pro au sérieux l'anthropologie sadienne et cette idée fausse d'ailleurs que les enfants seraient dès le début des êtres sexuels en fait et que par un certain droit à l'éducation et à la jouissance individuelle qui devient finalement le premier des droits de l'homme en fait. C'est ça qu'on voit apparaître. Et tout bien, le monde a le droit de jouir de tout le monde, quoi. C'est exactement. Ça. Et c'est ce que nous dit ça. C'est ce que nous dit ça. Tout le monde a le droit de jouir de l'autre. En fait, ce que nous rappelle aussi le philosophe Pierre-Henri Castel. Et donc, prenons au sérieux cette anthropologie sadienne qui est soi-disant démontré par les études d'Alfred Kinsey, en fait, que démontre très bien d'ailleurs Ariane Biléran, qui sont fait des fausses études, mais dès sa naissance, et même bien avant sa naissance, l'enfant serait un être sexuel qui n'aspirait qu'à développer sa sexualité. Ce que fait Sade, d'ailleurs, ce que dit Sade, il parle d'éduquer les petites filles, je le rappelle, et bien donc on prend ça au pied de la lettre et on dérive à partir de ça un raisonnement parfaitement rationnel pour dire il y a des standards qu'il faut éduquer, c'est un droit, le droit à la jouissance
l'éducation sexuelle est un droit qu'il faut. Et je rappelle que aujourd'hui, tous les ans, au 21 décembre, on célèbre la journée mondiale de l'orgasme, en fait, au même titre qu'on célèbre le droit des femmes, finalement, la journée du 8 mars. Et par conséquent, on voit bien que l'OMS... Est-ce que c'est si grave que ça de célébrer la journée mondiale de l'orgasme? Pas forcément, ça montre simplement que, effectivement, dans l'esprit, ça devient un droit, en fait, un droit qu'il faut défendre et pour lequel on doit se battre parce qu'il n'est jamais garanti. Alors Vincent Pavant, en quel droit? Alors juste spécifiquement l'Organisation mondiale de la santé, à part les plans de pandémie, ça, d'accord, c'est, vous dites, sur les enfants, c'est les standards de l'OMS sur l'éducation sexuelle que vous pouvez lire à nouveau chez Ariane Billerand, qui disent qu'ils conseillent pour le monde entier, quoi. Oui, qu'ils établissent en programme effectivement. Et aujourd'hui, ce qu'on voit au niveau de l'éducation nationale découle directement de ça, effectivement. Ça a été dénoncé dans l'imposture des droits sexuels et le fait de parler de droits sexuels est une révolution, effectivement. Parce que c'est du coup faire quelque chose d'intime directement politique. Et justement, c'est ça que dénonce très bien Giorgio Agamben. Dans les États totalitaires, l'intimité n'existe plus et il est directement la chose publique de l'État. Et vous dites, alors justement, en fin de bouquin, en fin de cet ouvrage, de ce brûlot, vous dites au fond, la fin de ça, c'est le transhumanisme. Tout à fait. Le transhumanisme, c'est supprimer la biologie, supprimer tout, enfin... Alors, disons que le transhumanisme est un évolutionnisme, en fait, donc il va s'étaler sur des générations, et donc il pose la question qu'on appelle de la phylogénèse, c'est-à-dire bien de la reproduction de l'espèce, tout simplement. Et évidemment, quand il y a un évolutionnisme, il y a besoin de reproduction de l'espèce, donc de sexualité. Sauf qu'en fait, dans le transhumanisme, la phylogénèse est en fait une ectogénèse, c'est-à-dire l'homme va être produit en dehors du corps de la femme, en fait. Ça va être purement technologique. C'est-à-dire par l'avancée de la technologie, n'importe qui pourra accoucher de n'importe quoi. Exactement. Il y aura des utérus artificiels, c'est déjà mis en étude chez les animaux, si vous voulez. Et donc, à partir du moment où la reproduction devient une production technologique, la question c'est à quoi sert la sexualité. Et en fait, la sexualité devient purement ontogénétique, c'est-à-dire individualiste. Et en fait, celui qui donne effectivement la philosophie de cette sexualité, c'est Sade. Et c'est une des raisons pour lesquelles, selon moi, en fait, pour la distinguer justement de mai 68, arrive de manière beaucoup plus consciente et beaucoup plus puissante à nouveau la philosophie sexuelle de Sade, parce que derrière, elle permet de correspondre exactement en fait à la philosophie du transhumanisme. Donc, pour terminer, beaucoup de gens, les littéraires, les surréalistes, les situationnistes et tout le monde inventaient un Sade libertaire et rebelle, qu'il l'était à l'époque, mais vous vous dites attention, il faut voir l'autre côté aussi, qui aujourd'hui est en acte. Exactement, c'est exactement ça. Et ce qui est en acte, c'est la marchandisation totale du corps. La matérialisation, la jouissance individuelle qui, avec la loi du plus fort, permet de se servir de l'autre en fait comme d'un ustensile. C'est ce qui se passe typiquement, par exemple, avec les enfants qui deviennent des ustensiles en fait sexuels de plus en plus pour les adultes. Et les LGBT comme segment de marketing et de marchandisation. LGBT, c'est lié en fait au refus de la sexuation, en fait, qui est une transgression sexuelle d'un tabou, si vous voulez, et qui correspond, elle, tout simplement à l'idéologie transhumaniste. Oui, tout est, en fait, pour vous, tout est lié. Complètement, et c'est pour ça que Sade fait le lien, effectivement, entre différents courants libertaires, bien sûr, mais également transhumanistes, et c'est pour ça que ça s'impose. La philosophie dans le boudoir, et bon, on va philosopher avec les auditeurs de Sud Radio. Oui, qui sont très nombreux à nous appeler au 0826 300 300, et on commence avec Emmanuel de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à Monsieur Pavant, bonjour à toute l'équipe. Merci pour vos interventions qui mettent le doigt effectivement là où il y a un problème. Et un gros problème. Vous avez parlé du rapport Kinsey. Alors vous, André, qui est un grand lecteur, j'espère que vous ne cracherez pas votre café en lisant les deux livres. C'est une horreur absolue. Ce sont des tests quand même cliniques sur des enfants qu'on explique qui même à 2 mois, ils peuvent jouir pratiquement 2 fois par heure dans une journée. C'est une horreur. C'était absolument une horreur. Mais le problème, c'est que ce rapport, il a servi au planning familial. Il a servi à l'OMS et il a servi à l'ONU. C'est quand même une base qui a été utilisée pour maintenant donner des directives. Moi, j'aimerais savoir comment on va pouvoir s'en sortir. C'est la question que je vous pose à Monsieur Pavant, parce qu'évidemment, c'est la question initiale, parce qu'on voit qu'on est envahi par toute sexualité. Quand c'est des adultes, bon, bah, ça les regarde, mais là, quand ça touche aux enfants, je sais plus quoi faire pour éviter parce que les mômes se sortent traumatisés, il faut le savoir, sans parler après des changements avec des pilules ou avec des opérations qui sont, c'est boucherie Bernard le truc, je veux dire, puis c'est surtout de la
c'est surtout de la stérilisation, c'est-à-dire que c'est irréversible. Donc voilà, je voulais vous remercier surtout pour tout ça, et puis que les gens s'intéressent au rapport Kinsey, parce que c'est une horreur, et malheureusement les organismes internationaux sont mis dessus. Kinsey. Oui, tout à fait. Vincent Pavant. Oui, alors pour le rapport Kinsey, lisez l'imposture des droits sexuels d'Ariane Biéran, qui a travaillé depuis très longtemps là-dessus. Alors le rapport Kinsey, c'est très simple en fait, c'est on prend au sérieux justement l'approche axiomatique de Sade sur l'idée que les enfants dès leur plus jeune âge en fait sont des êtres sexuels qui n'aspirent qu'à jouir, c'est ce que dit Madame de Saint-Ange, et ensuite on essaie de monter une pseudo-étude scientifique qui va essayer de donner en fait une consistance scientifique à ça, quand bien même effectivement ce n'est pas vrai, et ça va servir effectivement ensuite de base pour des recommandations de la part des institutions internationales dont l'OMS, l'ONU, vous les avez rappelées, qui ensuite vont s'inviter effectivement dans l'éducation nationale. Donc comment on fait pour lutter ça? Justement, il faut nommer, il faut ce que c'est, il faut trouver les origines de ces idées-là. Et parce que Kinsey, c'est un monument, personne ne touche à Kinsey. Alors jusqu'à présent, personne ne touchait à Kinsey. À nouveau, Ariane Biéran l'a fait, et moi je rappelle que ça vient effectivement des idées de Sade sur l'anthropologie. Il y a une anthropologie sadienne qui est liée à ça. Kinsey a lu Sade. Non, je pense pas. Je pense pas. Simplement, il y a une coïncidence entre les deux fait que il y a une racine philosophique. Non, mais ce que dit Emmanuel, c'est fou. Moi, j'ai pas lu, j'avoue que j'ai pas lu Kinsey, mais quand il dit qu'à 2 ans, etc., voilà. C'est même intra-utérin, Ah oui, intra-utérin. Et en fait, dans le rapport Kinsey, il essaie de dénombrer le nombre d'orgasmes par jour qu'auraient les nourrissons, etc. Et tout ça, effectivement, c'est manifestement de la foutaise. Ça témoigne, ça témoigne d'une grande intelligence et d'une grande clarté. Lucien. Merci beaucoup Emmanuel. On va dans l'Ain avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. On vous écoute Pierre. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Écoutez, quand on l'écoute, pour vous. Dites-moi. Allez-y. Une petite remarque pour vous, cher André. J'ai vu que votre confrère Bourdin, avec beaucoup de courage, vous avez estampillé du complotisme. J'attends avec impatience de vous voir sur Twitter, au même titre que Tucker Carlson. Vous êtes notre Tucker Carlson français. C'est triste de voir ce genre de choses, et ça donne pas une belle image de votre travail. Heureusement que vous êtes là pour redorer ce blason. Ce n'est pas grave. Monsieur Pavant. Oui. Ouais, c'est pas grave, c'est comme ça. Les cons, ça ose tout. Monsieur Pavant, très, très heureux de vous parler. Je crois que vous êtes comme moi Marseillais. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de combattants en Marseille. C'est très bien. J'en suis assez fier. Et je veux dire à tout le monde combien ce combat est long et difficile. Ma question est assez simple aujourd'hui. Moi, mes valeurs de la République, c'est pas celle de défendre un tableau à consonance pédophile, bien qu'on dise que ce soit le contraire. Donc ma République, c'est pas ça. Moi, le Gaulois réfractaire, c'est pas ça, ma République. Au final, Monsieur Pavant, nous qui sommes estampillés complotistes et qui disons des choses depuis des années, et notamment qui parlons beaucoup de pédophilie, faut croire qu'on est en train de nous montrer au grand jour ce que l'on pense depuis quelque temps. C'est ça ma question. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous mettre en évidence tout ce qu'on sait depuis longtemps? Vincent Pavant. Alors que ce soit mis en évidence, oui, qu'on le sache depuis longtemps. Je ne sais pas justement ce qui est très dur. En réalité, c'est que existe dans la société des idées très diffuses qu'on a du mal à identifier, qu'on a du mal à nommer, et par conséquent, à un moment donné, il y a un besoin de clarté pour nommer ce qui est vraiment. Alors, justement, sur l'idée que ça existe depuis pas mal de temps, comme je le disais, il y a cette affaire Kouchner qui monte au milieu des années 80 et qui effectivement tente à prouver que dans certains milieux, hélas, ces idées d'enfants sexualisés très tôt étaient déjà admises, qu'elles ont peut-être diffusé dans des cercles décisionnaires, universitaires notamment, pour faire évoluer sans qu'on s'en rende compte les idées là-dessus. Ça, je pense que ça éclate ici au grand jour parce qu'il n'y a plus de retenue avec je dirais l'épisode Covid, disons, toutes les barrières ont sauté. Il y a énormément de barrières qui ont sauté au niveau de la morale, au niveau de l'éthique, qui font que du coup, tout ça s'étale maintenant au grand jour. Je ne pensais pas un jour que dans un Parlement européen, je pourrais voir une exposition de photos où vous avez 3 hommes nus, complètement nus, dont on voit tout, qui évoquent le transgenre, qui évoquent ce genre de choses. Oui, c'est-à-dire qu'on peut faire ça dans une galerie, et pourquoi pas. Moi personnellement,
personnellement, je ne sais pas à titre personnel, on a le droit d'exposer, enfin je suis pour la liberté d'expression Bien sûr. le plus entière possible. Mais au Parlement européen, on ne comprend pas ce que ça vient faire au Parlement européen. C'est exactement ça, et c'est pour ça que ça devient des valeurs politiques, en fait, alors que normalement c'est des valeurs intimes qui doivent rester justement dans le privé. Après, effectivement, l'art doit être transgressif, c'est une de ses fonctions pour nous interroger notamment. Mais là, ce qui est quand même intéressant dans cette exposition, c'est que comme elle montre tout, elle nous oblige du coup à nous arrêter, à nous interroger. Alors peut-être que en fait, ce n'est pas une glorification de la désacralisation, mais justement une mise en garde de la désacralisation. Oui, et c'est ce que je fais dans le livre. Comme vous, dans votre livre, vous montrez que Sade et consorts, vous mettez en garde contre justement une désacralisation totale. Exactement, exactement. En fait, du passé, faisons table rase. C'est ça qu'on est en train de vivre et il faut faire attention à ça. Exactement. La religion, bien sûr, il y a l'acquisition, il y a le dogmatisme, c'est ce qu'on veut, mais il y a aussi des valeurs très subversives et il y a des valeurs de protection des êtres humains, tout simplement, qui sont inscrites là-dedans. Et le problème de lutter contre toute forme de religion, c'est qu'à la fin, on finit par prendre l'exact opposé et on va beaucoup trop loin, du coup. Lucien. On se retrouve tout de suite. Restez bien avec nous et continuez de nous appeler au 0826 300 Je crois 300. qu'on est à Safia Et nous accueillerons Safia. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkoff avec Vincent Pavant et vous avez la parole au 0826 300 300, chers auditeurs. On accueille Safia de la Courneuve. Bonjour Safia. Bonjour Safia. Oui, bonjour à tout le plateau. Donc, très heureuse d'être avec vous. Et donc, effectivement, la thèse centrale de l'œuvre de Monsieur Vincent Pavant, oui, j'adhère complètement dans la mesure où est-ce que dans sa somme, Yuval Noam Harari, quand il englobe globalement l'histoire de l'humanité et qu'il nous rapporte au grade du fait que l'homme serait le Dieu suprême sur Terre, il déploie toute cette machinerie qu'expose notre auteur, Monsieur Pavant. Oui. Et moi, comme je dis, je ressens parfaitement aussi l'aberration et la folie furieuse, comme il a évoqué, de celle qui s'est nue dans un magazine de Playboy, toutes ces choses. Moi, je prends ça avant tout sous un prisme en étant complètement ahuri, parce qu'on est dans la confusion la plus absolue. Et tous les éléments qu'il a exposés sur le plateau sont complètement... c'est comme une espèce de pyramide. Ou vous voyez l'image? Oui, tout à fait. Non, elle est claire. Pardon? Elle est claire, l'image. Voilà. Et donc, on est dans cette espèce d'orgie, dans cette espèce d'explosion de zégère, un gégère, où est-ce qu'on a attaqué les choses les plus sacrées de la vie, où est-ce que le corps, l'intimité de la vie de l'homme, elle est, même si on est dans une société laïque, où est-ce qu'on peut, qu'on veut tout faire éclater, et le titre est... Et c'est vrai que ça m'a quand même interpellé directement, parce que vous pouvez me rappeler le titre, s'il vous plaît? Tout foutre en l'air. Tout foutre en l'air. Voilà, c'est clair. Il dénonce ceux qui ont tout foutu en l'air. Hein. Il ne dit pas, Vincent Pavant, je veux tout foutre en l'air. Il parle de ça, de la sexualité, du transhumanisme et de tous ces gens qui veulent effectivement que le corps ne devienne plus qu'un instrument public. Voilà, public. C'est ça. André, oui. André, est-ce que et vous avec l'expérience et votre vécu, dans votre ressenti, on va dire, corporel et intime, est-ce que vous ressentez qu'on est arrivé à cette apothéose telle que le décrit M. Pavon? Écoutez, je pense en tout cas qu'il faut être très vigilant. Je ne pense pas, je suis plutôt de naturel optimiste, je ne pense pas du tout que ces gens ont gagné la partie, loin de là. Je pense qu'il faut être très vigilant parce que, effectivement, vous savez, tout pouvoir, de quelque bord qu'il soit, de quelque conscience religieuse ou pas religieuse qu'il soit,
a intérêt à nous chosifier. N'oubliez pas que la chosification est l'intention de tout pouvoir totalitaire, et tout pouvoir, parce que on disait le pouvoir corrompt, et le pouvoir totalitaire engendre but de totalité. Donc voilà, c'est ce que dit, ce qu'écrit Vincent Pavin dans son livre, et c'est ce à quoi il faut faire très 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 attention, parce que sous des dehors de démocratie, de liberté, de choix, de tolérance, de genre et tout ça, d'autres démons, enfin d'autres en tout cas fantômes se cachent, qui ne sont pas beaux à voir ni à sentir. C'est ça, Vincent Pavant? Oui, tout à fait. Pour revenir sur l'idée de pyramide qui est évoquée, oui, il y a des élites, en fait, à l'OMS, à l'ONU, dans certains cabinets de conseil, qui vont ensuite conseiller d'administration, qui théorisent tous ces aspects de désacralisation et de publicisation, en fait, de l'intime, qui l'intime peut pas être politique, normalement, il peut pas être public, c'est quelque chose qui doit rester dans la sphère privée, mais qui, pour des raisons purement idéologiques, et c'est ce qu'incarne Harari, justement, vont eh bien passer dans la sphère publique. Oui, mais juste Vincent Pavant, c'est ce que faisait la religion et fait oui, encore dans certains cas les religions. C'est-à-dire que vous n'avez pas de domaine privé, hein. On vous surveille on vous surveillait, etc. de la naissance au cercueil, quoi. Tout à fait. Et en fait, il y a deux formes de totalitarisme. Il y a quand le privé devient complètement public, ou comme le font les religions, le privé envahit toute la sphère. C'est-à-dire que vous contrôlez de manière privée toute la sphère de la vie publique. C'est ce que font les fondamentalismes religieux. Les deux sont totalitaires. Pas dans la même direction. Il faut être vigilant sur les deux. Exactement. Et en fait, c'est l'équilibre de l'intime, de la sacralité du corps et effectivement de la chose publique, parce qu'il y a quand même une santé publique, ça peut exister ces choses-là, mais c'est l'équilibre entre les deux qui fait que on peut vivre en démocratie. Si l'un prend le pas sur l'autre, on est en régime complètement totalitaire. Les théocraties ou les totalitarismes classiques que vous avez rappelés, bien sûr. Bien sûr. Je crois qu'on a... Merci beaucoup, Safi. On a le temps de prendre Jean-Paul de Draguignan. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour André, bonjour Monsieur Pavin, et merci André pour vos émissions toujours des plus intéressantes. Merci. Contrairement à un de vos collègues. Oui, voilà. J'aurais aimé peut-être emmener quelque chose sur le débat à votre invité. Est-ce que Monsieur Pavin, vous ne croyez pas que ça relève de vouloir prendre et surtout garder le pouvoir en voulant nous faire participer à cette partouze mondialiste, comment dirais-je, par garder le pouvoir par les minorités, c'est-à-dire par les homosexuels, les ligues LGBT, tout ce qui est racisme et autres wokisme. On s'aperçoit que petit à petit, ce sont les minorités qui sont au pouvoir, notamment avec notre gouvernement et d'autres. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi dans ce but que tout cela est fait? Jean-Paul, oui, Vincent Pavant, vous répondez, nous arrivons en fin d'émission, mais Jean-Paul pose une vraie question, encore qu'il faut faire attention quand on parle de quelle minorité, de quoi, mais bon. Oui, tout à fait, je pense qu'il faut distinguer l'homosexualité de la transsexualité, c'est pas pour moi la même chose, mais effectivement, la mise en avant de minorités qui vont, à elles toutes seules, imposer finalement leur construction sociétale aux autres, c'est quelque chose de tout à fait... il y a une manipulation de la transsexualité au niveau sociétal, au niveau politique, la mettre en avant pour la montrer comme exemplaire, pour faire en sorte effectivement qu'elle impose justement ses désirs aux autres. Et en fait, dans l'idée que on va imposer à toute la société quelque part les désirata de la transsexualité, notamment par exemple sur l'identité, Trudeau justement au Canada disait on va mettre un genre neutre dans l'identité sociale, donc on impose à tout le monde, si vous voulez, les désirs d'autres, et ça c'est profondément sadien justement, c'est pour faire progresser l'idée qu'un seul peut imposer pour ses propres désirs en fait toutes ses volontés aux autres. Donc oui, je vais rejoindre ce que vous dites en disant il s'agit symboliquement de faire en sorte que on comprenne qu'un seul puisse imposer ses désirs à tous les autres, et c'est ça qui est peut-être à l'œuvre dans l'imposition, on va dire, de la philosophie transsexuelle, transgenre à l'ensemble de la société. Tout à fait, Jean-Paul a raison de rappeler que le pouvoir là-dedans joue un rôle non négligeable. Fondamental, il est performatif complètement. Tout à fait. Eh bien voilà, tout foutre en l'air, si vous voulez
le lire, eh bien, il est en disposition chez Amazon, dans toutes les librairies, voilà, édition Exuvie. Et c'est toujours bon, vous savez, de regarder toutes les facettes d'un diamant qui est le diamant de notre vie et de notre quotidien. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Vincent Pavant, mathématicien, enseignant-chercheur, pour son livre Tout foutre en l'air aux éditions Exuvie. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie. À tout de suite sur Sud Radio.